Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Du 1er au 3 juin, la 89e réunion du bureau de l'Association internationale des maires francophones a réuni une centaine de maires à Kigali. Ils ont signé plusieurs accords de partenariat dans le secteur des nouvelles technologies notamment. Sans surprise, le Nigérian Mohamedou Bandé, élu président de l'Assemblée générale de l'ONU, un poste plus symbolique que politique. Cette nomination placera le Nigeria au centre de l'ONU. Le diplomate succède à l'équatorienne Maria Fernanda Espinosa. Et puis au Cameroun, les joueuses de l'équipe nationale de football féminin demandent des primes équivalentes à celles des hommes pour leur participation au mondial féminin qui s'ouvre le 7 juin. Elles réclament 50 millions de francs CFA chacune. Mais tout d'abord, au Madagascar, 4 candidats aux législatives ont appris en prison qu'ils sont arrivés en tête lors du scrutin du 27 mai 2019. Nouvellement élus, ils ne siégeront pas au sein de la nouvelle Assemblée nationale. Ces candidats ont été incarcérés par la justice avant les résultats du scrutin. La Commission électorale nationale indépendante a tout de même précisé qu'ils jouissent de la présomption d'innocence. Ils n'ont pas été condamnés et bénéficient d'office depuis leur élection de l'immunité parlementaire. Leur sort dépend d'une décision judiciaire, celle de la Haute Cour constitutionnelle. Kigali, la capitale rwandaise, a accueilli la 89e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. Elle s'est déroulée ce 3 juin 2019. Une centaine de maires de l'espace francophone ont échangé sur le rôle des villes dans le développement des pays francophones. Ils ont également signé un accord de partenariat. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakaïsanga. Ils étaient plus d'une centaine, les maires des villes francophones, à participer aux activités de la 89e réunion du bureau de l'Association internationale des maires francophones à Kigali du 1er au 3 juin 2019. Plusieurs thèmes étaient au menu des discussions, notamment le rôle de la ville dans le développement du pays. Kigali a été cité comme un bon exemple en matière de développement. La rapidité avec laquelle Kigali est en train de conduire les différentes transformations, que ce soit sur les questions écologiques, avec la mobilité, la planification urbaine ou sur l'inclusion sociale, ça nous intéresse et ça questionne sûrement notre gouvernance. En tous les cas, moi je veux vraiment aussi apprendre de Kigali en matière de gouvernance. À l'occasion, les maires de Kigali et de Paris ont signé plusieurs accords de partenariat dans les domaines comme celui des archives et mémoires ou encore dans le secteur des nouvelles technologies et de l'innovation. Kigali a même promis une réouverture du centre culturel franco-rwandais qui n'existe plus depuis 2014. Donc c'est un champ élargi qui va de la gestion des services urbains à la protection de l'environnement, à la mémoire et culture, au sport. Ce sont des domaines qui sont très divers et de par les discussions que nous avons déjà eues, on a plein de choses à apprendre des uns et des autres. L'Association internationale des maires francophones a été créée en 1979 et compte actuellement près de 300 villes membres. Cette réunion aura permis des villes comme Erbil au Kurdistan et Nyanza au Rwanda de rejoindre l'association. Il se nomme Tijani Mohamed Bandé. Il s'agit du futur président de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce Nigérian a été élu mardi 4 juin. L'élection s'est faite par acclamation. Sa nomination était attendue. Il était le seul candidat en lice pour l'Afrique. Le continent obtient la présidence de l'Assemblée générale de l'ONU tous les 5 ans. Ce poste est symbolique et ne confère pas de véritable pouvoir politique. Le diplomate succède à l'équatorienne Maria Fernanda Espinosa. Écoutons sa déclaration. La paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté, l'éducation, la lutte contre la famine et le réchauffement climatique seront au cœur de mon mandat. Je suis déterminé à promouvoir tout type de partenariat qui nous permettrait d'atteindre nos objectifs et de faire déployer tous les moyens nécessaires pour assurer la paix et la prospérité, notamment pour les plus vulnérables. Puisque l'ONU n'a pas encore pu répondre à toutes les attentes de ses pères fondateurs en ce qui concerne la prévention de nombreux conflits violents et atroces, nous devons assumer la responsabilité collective de rendre le monde meilleur,
plus sûre et plus pacifique. La promotion des droits de l'homme et l'autonomisation des femmes et des jeunes méritent une attention particulière et je me consacrerai à la promotion de la parité homme-femme dans l'ensemble du système des Nations Unies, à partir de mon propre bureau. L'Assemblée générale doit jouer son rôle pour combler les lacunes et promouvoir l'action collective face à toutes les questions internationales qui méritent de l'attention, en étroite coordination avec le secrétaire général, le Conseil de sécurité et l'ECOSOC. Acquittement de dette de MTN au Nigeria. L'opérateur de téléphonie mobile MTN Nigeria s'est complètement acquitté de son amende de 1,6 milliard de dollars, une amende écopée en 2015. L'autorité des communications du pays reprochait à la société de ne pas avoir désactivé 5,1 millions de cartes SIM non identifiées de son réseau. Les précisions d'Aïssatou Baye. Après 4 ans de tractation avec l'autorité des communications du Nigeria, le géant de la téléphonie mobile MTN s'est complètement acquitté de son amende de 1,6 milliard de dollars. MTN était accusé de n'avoir pas désactivé 5,1 millions de cartes SIM non identifiées de son réseau. Une injonction encadrée par la loi nigériane en vue de lutter contre la secte islamiste Boko Haram. MTN a accepté cette inscription dans le cadre d'un règlement de différend de longue date avec le gouvernement nigérian. Grâce à cette inscription, les investisseurs locaux et les investisseurs internationaux auront la possibilité de se lancer dans l'histoire des télécommunications au Nigeria. La Commission des communications du Nigeria avait imposé une amende de 5,2 milliards de dollars. Mais la firme a pu obtenir des autorités nigérianes non seulement un échelonnement de paiement, mais aussi une réduction de l'amende ramenée à 1,6 milliard de dollars. MTN Group détient 78,8% des affaires du Nigeria. Il y a environ 20% qui est détenu par des investisseurs locaux. MTN Group a dit qu'il cherchera à vendre des actions supplémentaires par le biais d'une offre publique à l'avenir. Une nouvelle page qui se tourne pour le plus grand bien de la société. Après son inscription sur le marché boursier nigérian pour une valeur de 6 milliards de dollars, les actions de l'opérateur ont grimpé de 10%. Une introduction selon l'opérateur qui démontre de sa confiance dans l'économie nigériane après des années de différends avec le gouvernement. Baisse de forme de l'économie sud-africaine. Elle enregistre le plus fort recul trimestriel depuis 10 ans. Elle s'est contractée de 3,2% au premier trimestre de 2019 selon l'Institut des statistiques, StatSA. Ce déclin est principalement fort dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et des mines. Ils ont vu leur activité chuter de respectivement 13%, 8,8% et 10%. Autre facteur aggravant, les exportations ont baissé de 26,4% sur les 3 premiers mois de l'année. De leur côté, les importations ont, elles, reculé de 4,8%. Du sport à présent, les Lionnes indomptables du Cameroun sortent les griffes. Les joueuses de l'équipe nationale de football féminin du pays refusent la prime de 15 millions de francs CFA proposée par la Fédération camerounaise de football. Elles entendent boycotter leur participation si la fédération ne leur attribue pas 50 millions de francs CFA chacune, une somme accordée aux hommes en 2014. Reportage de notre correspondante Viviane Baokel. Les joueuses de l'équipe nationale de football féminin du Cameroun, engagées dans le mondial de leur catégorie, refusent la prime de 15 millions fixée par la FICAFOOT. Elles réclament 50 millions de francs CFA de prime chacune pour leur participation à cette compétition au même titre que les hommes au mondial brésilien 2014. Nous jouons dans une poule E où nous avons affaire à la fois au Canada, 5e, classé 5e au classement FIFA, aux Pays-Bas, 8e, à la Nouvelle-Zélande, 19e au classement FIFA. Donc nous avons des cadres vraiment du football féminin que nous allons rencontrer dès le 10 juin prochain. Mais c'est très regrettable qu'à la veille d'une compétition aussi capitale, on soit encore en train de débattre lors des réunions interminables dans la tanière des Lions sur les problèmes de primes. Selon les experts, cette réclamation est inappropriée du fait des disparités entre le football féminin et masculin. Les primes dans le football sont liées au sponsoring et aux revenus issus des droits de retransmission télé. Mais la FIFA n'en gagne pas encore assez dans le football féminin. En France, il a été établi pour cette Coupe du Monde que chaque joueuse gagnerait 30 000 € en cas du trophée final, c'est-à-dire l'équivalent de 20 millions de nos francs. Donc ça peut paraître incongru, absurde, que nos joueuses, rien que pour la prime de participation, sont déjà 50 millions.
À dire vrai, les 15 millions proposés par les autorités en charge du football camerounais comme prime de participation ne me semblent pas être dérisoires. Selon le décret portant organisation des sélections nationales, 6 mois avant le début d'une phase finale d'une Coupe du Monde, les joueuses devraient être fixées sur le montant de leur prime. À noter que le mondial féminin se jouera du 7 juin au 7 juillet 2019 en France. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.